Salut à tous, bienvenue dans ce 21e numéro de Cap sur l'Afrique du Sud. Alors ce mondial monte en puissance avec la fin du deuxième tour et notamment ses matchs couperets. Et il est temps pour la rédaction de dresser un premier bilan sportif et extra-sportif de la compétition. Entre révélations, sensations, ratés et polémiques, tout ce qui a marqué cette première moitié de mondial, c'est tout de suite dans le 2 minutes 30 de la rédaction. Cette première moitié de compétition aura été marquée par l'élimination des places fortes du vieux continent que sont l'Angleterre, mais surtout l'Italie et la France qui n'ont même pas passé les poules. Les Pays-Bas, vainqueurs de leurs 4 matchs, font figure d'épouvantail, d'autant qu'ils ont récupéré leur star, Arjen Robben. La jeune classe allemande et l'Espagne, emmenée par son serial buteur David Villa, tâcheront elles aussi de succéder à l'Italie au palmarès de la prestigieuse Coupe du Monde. Sur les 5 représentants sud-américains, 4 pays sont toujours en lice. L'Argentine, avec son armada offensive sans égale, fait figure de favorite de ce mondial, au même titre que son rival brésilien, qui s'est enfin découvert une vraie solidité défensive. L'Uruguay, emmené par un étincelant Diego Forlán, et le Paraguay complète ce quatuor aux dents longues. Avec 3 buts au compteur, mais surtout un travail de sape à la pointe de l'attaque du Ghana, Asamoah Gyan, l'attaquant du Stade Rennais, porte à bout de bras son pays, dernier espoir africain dans cette Coupe du Monde. Il est le symbole de cette Mannschaft classe biberon. À 20 ans, Thomas Müller n'a pas manqué ses premiers pas dans le prestigieux tournoi. Auteur de 3 buts en 4 matchs, le milieu du Bayern Munich peut avoir le sourire. Il a grandement contribué au beau parcours de la Mannschaft dans ce mondial. Un ballon qui franchit la ligne, mais un but qui n'est pas accordé. Il n'en fallait pas plus pour relancer la polémique autour de l'arbitrage, régulièrement pointé du doigt ces derniers mois. Au lendemain de 2 erreurs largement relayées par les télévisions du monde entier lors des 2 huitièmes de finale Allemagne-Angleterre et Argentine-Mexique, la FIFA s'est contentée de jouer la montre. Sepp Blatter, son président, a promis d'étudier les solutions qui permettront d'éviter de telles erreurs. L'arbitrage à 5 ou l'introduction de la vidéo en font partie. Un nouveau plan pour aider les arbitres devrait être dévoilé en octobre prochain. Il était temps. Plus qu'un instrument, c'est un son semblable à un essaim d'abeilles qui s'est propagé à travers le monde. Il s'agit bien entendu de la vuvuzela. Un appel a bien été lancé pour interdire l'instrument dans les stades, appel finalement tombé dans l'oreille d'un sourd. La FIFA a en effet rétorqué que la vuvuzela faisait partie de l'identité sud-africaine et qu'il fallait bien composer avec ses 120 décibels. La vuvuzela, symbole donc de l'Afrique du Sud, mais fabriquée en Chine à 25 000 exemplaires par jour et qui est du même coup devenue un best-seller pour les usines chinoises. À tel point qu'elles auraient proposé d'en produire prochainement pour d'autres événements sportifs. C'est sûr, ce son-là, on n'a pas fini de l'entendre. Entretien exclusif, sports.fr avec Jérôme Alonso, l'ex-portier du Paris Saint-Germain est désormais à la tête d'un magazine de sport, Surface, à la ligne éditoriale un petit peu à l'image de son franc-parler et ça tombe plutôt bien puisqu'il a beaucoup de choses à dire sur la déroute de l'équipe de France. Interview. C'est un Jérôme Alonso détendu et souriant, comme à son habitude, qui nous a livré une vision sans concession de l'échec cuisant des Bleus dans cette Coupe du Monde. La vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la France avait le niveau tout simplement pour aller au-delà? Est-ce que tactiquement on était au point? Est-ce que techniquement on est au point? Alors quand on voit les joueurs qu'on a, notre ligne d'attaque, on a 3 joueurs champions nationaux dans leur pays. Thierry Henry, Franck Ribéry, et aidez-moi, et Nico Anelka et Flo Malouda. Donc à un moment donné, on peut considérer qu'on a ce qui se fait de mieux en Europe. Or, on finit dernier de notre poule avec 0 victoire et 1 but marqué. Donc, je ne peux pas penser que le problème vient uniquement des joueurs. Et je pense que depuis 2 ans, voire même 3 ans, il y a un ensemble de choses qui font que ce n'est malheureusement pas une surprise et que ce qui arrive aujourd'hui aux Bleus était prévisible. Pour le gardien de but, les dirigeants de la Fédération française de football ont une responsabilité importante dans cet échec, et particulièrement son président. On sait que Jean-Pierre Escalette est quelqu'un qui est issu du monde amateur, avec toutes les vertus extraordinaires que cela véhicule. Mais malheureusement, on se rend compte que pour mener des dossiers très importants, inhérents au monde professionnel, c'est très difficile et que, on peut le dire sans être médisant, il s'est un petit peu noyé. Peut-être que la marche était un petit peu haute pour lui. Donc
Et il ne peut plus se cacher. Donc maintenant, l'heure du bilan a sonné. Et quand il y a échec, et il faut l'accepter. Et il faut savoir tirer sa révérence avec beaucoup de dignité. Au cœur de la tourmente, Nicolas Anelka a trouvé un soutien en la personne de celui qu'il avait côtoyé au Paris Saint-Germain en 2000-2001. Bah, moi, j'enlève les lunettes, c'est que c'est sérieux, attention. J'adorerais faire plaisir à plein de gens et dire du mal de Nico Anelka. Que c'est un petit con, que c'est un enfant gâté, etc. Eh ben, je vais vous décevoir parce que je ne le ferai pas. Parce que moi, de ce que je connais de Nico, c'est pas ça. Voilà. Donc je ne vais pas juger un type sur ce que j'ai vu à la télé ou sur ce qu'on m'a dit qu'il avait dit, puisque moi, je n'étais pas dans le vestiaire à ce moment-là. On ne saura jamais les mots exacts qu'il a dit. On ne saura jamais à quel moment il l'a dit. On ne saura jamais sur quel ton il l'a dit. Je ne suis pas là pour l'excuser non plus, mais sur ce que moi je connais de l'homme, sur ce que ce mec-là m'a apporté quand je suis arrivé au PSG alors que je connaissais personne, eh ben, moi j'oublie pas. Maintenant, je suis très triste qu'il n'ait pas fait de bonne Coupe du Monde sur le plan sportif, parce que ça, c'est la réalité. Mais voilà, je m'en tiens aux faits. Les faits, c'est qu'avec moi, ça a été un type super et qu'il a raté sa Coupe du Monde sur le plan sportif. Voilà ce que je peux vous dire. S'il n'a pas encore accroché les crampons, Jérôme Alonso a déjà une reconversion toute trouvée à la tête de son magazine Surface qu'il a lancé il y a 1 an et demi. L'idée de base, c'est avec des potes, un jour, on se disait, tiens, moi, si je devais prendre l'avion ou le train, qu'est-ce que j'aurais envie d'acheter ? Et donc, on a décidé de faire un magazine qui rassemblait un peu ce que moi j'aimais en tout cas, la musique, la mode et le football. Et surtout, par ces temps difficiles pour les footeux, vous les faire découvrir d'une manière un peu différente. En fait, je suis le papa, un des papas du truc. Voilà. Moi, évidemment, choisir les joueurs, choisir la teneur des interviews. Mais par rapport au reste de mon équipe, c'est vrai que moi, je leur ai surtout offert mon carnet d'adresses et ma connaissance du milieu. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur sports.fr.